Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bonjour et bienvenue dans Déclic, comprendre les transitions, dans lequel nous explorons les coulisses des transformations managériales, humaines, numériques et environnementales des individus et des organisations. Aujourd'hui, on est ravis, vraiment très, très heureux de recevoir au micro Emmanuel Joseph Daly. Bonjour Emmanuel. Bonjour Chloé. Qui s'inspire du vivant pour réinventer nos organisations et nos manières d'être au travail. Tu es donc anthropologue, conférencière et chroniqueuse à Harvard Business Review France. Et donc, tu explores depuis plusieurs années les transformations profondes des individus, des entreprises et du travail. Dans ton essai, notamment la stratégie du poulpe que j'ai avec moi, qui m'a passionnée, qui s'intitule 60 récits du vivant pour inspirer nos organisations, tu invites à repenser justement nos modèles de management, de collaboration à la lumière du vivant, souplesse, adaptation, intelligence collective, tu vas nous en parler. Et enfin, tu es aussi consultante, enseignante aux grandes écoles et observatrice fine du monde, du travail, et tu milites pour une approche plus organique, plus humaine, plus durable des organisations à l'heure du numérique et notamment de l'intelligence artificielle. Alors, j'avais envie d'introduire, Emmanuel, notre propos avec un extrait de ton livre, justement, pour introduire cette première question qui me paraît essentielle. C'est celle-ci. La Terre a 4,5 milliards d'années. Les entreprises n'existent que depuis 400 ans. Donc, la nature est 10 millions de fois plus mature et plus sage que les entreprises et peut leur enseigner de bonnes pratiques sur comment fonctionner de façon durable. Plutôt que d'engager de coûteux consultants en stratégie, les PDG ont besoin d'approcher humblement la nature comme un gourou ou un maître dans la gestion de leurs entreprises et d'apprendre à le faire comme le ferait la nature elle-même. Je crois que tout est là, c'est essentiel, Emmanuel. Tu proposes de puiser finalement dans le vivant pour inspirer les organisations. D'où vient cette intuition? Alors merci Chloé de cette introduction. Alors le passage que tu lis, c'est Navi Radjou, qui est un merveilleux auteur sur l'innovation frugale et qui a fait la préface de mon livre, qu'il a pensé et qu'il a écrit en préface justement à l'époque où je lui ai remis le manuscrit. Et on a absolument voulu intégrer ça en préface parce que c'est évidemment tout le propos du livre. Alors d'où vient cette intuition? Cette intuition que le vivant pourrait inspirer nos organisations et nos entreprises. Moi, j'aime le mélange des mondes, j'aime l'hybridation. À l'origine, je suis chercheur, je suis anthropologue et ethnologue et je travaille en entreprise finalement dans des gros groupes depuis 17 ans. Je viens aussi de l'environnement associatif à l'origine, donc j'aime ce mélange-là, c'est l'idée de s'inspirer des mondes. J'aime aussi le mélange civil-militaire. J'aime le mélange des temps courts opérationnels et du temps long de la pensée. J'essaye de l'intégrer au maximum dans mon quotidien. Et du coup, j'avais la conviction qu'on pouvait apprendre des différents environnements et essayer de changer de regard au travers de ces apprentissages. Donc, à l'origine, le projet vient de là. Et en quoi justement la nature, elle peut aider à repenser le management? Le management, on en parle beaucoup en ce moment dans les organisations, dans les entreprises. Les auditeurs qui nous regardent aujourd'hui, qui nous écoutent, sont des chefs d'entreprise, justement, des dirigeants de TPE, PME, de grands comptes. Comment aujourd'hui la nature, elle peut nous aider à repenser justement ce management? Alors, la nature, comme on le disait tout à l'heure, c'est le plus grand laboratoire d'innovation organisationnelle depuis la nuit des temps. Donc la Terre a 4,5 milliards d'années et finalement le management, quand on regarde tout ce que ça compose, hein, tout ce que ça recouvre beaucoup de choses, le management. C'est à la fois du leadership, de l'agilité, de la transmission. Il y a évidemment de l'accompagnement et de l'accompagnement des transformations, du changement, mais il y a aussi dans le management de la communication, une aptitude à la prédictibilité. Et finalement, ce qui est formidable, c'est que tous ces éléments-là, ils sont présents dans le vivant. Le monde du vivant peut nous inspirer sur tous ces éléments-là. On a des exemples d'inspiration de leadership chez le gorille, qui va privilégier la douceur dans
plein de formes de leadership et la compétence de négociation interpersonnelle, par exemple. On a des aptitudes d'agilité, hein, où on a certains animaux, notamment des mammifères marins, qui ont repensé, depuis le réchauffement climatique, qui ont repensé leurs techniques de chasse, hein, qui les ont repensées même en transmission. Sur la question de la transmission, on a plein de dynamiques de transmission pour faire du vivant une organisation apprenante, puisque le vivant est une incroyable organisation apprenante. Et sur le sujet de l'organisation apprenante, le vivant, ça, c'est la meilleure inspiration qui soit. Ou par exemple, on a de la transmission intergénérationnelle en fonction du niveau de difficulté. On voit que tout le monde n'apprend pas de la même façon, que tout le monde ne retient pas de la même façon au sein du vivant. Tous les individus ne retiennent pas de la même façon, un petit peu comme nous, les Homo sapiens. Et oui, Donc l'idée d'apprendre à tout le monde de la même façon, elle ne fonctionne pas. On sait qu'on apprend aujourd'hui par de la difficulté désirable. La difficulté désirable, c'est le juste niveau de difficulté entre ce qui va être acceptable et ce qui va être traumatique. Si je te jette bébé dans le grand bain, tu vas te débattre, tu vas peut-être finalement arriver à sortir la tête de l'eau, mais ça va être traumatique dans l'apprentissage. En revanche, écouter des cassettes la nuit pour essayer espérer apprendre une langue, bah ça fonctionne pas. mm. Donc il faut ce qu'on appelle la mise en tension cognitive en quelque sorte. Et ce qui est passionnant avec le vivant aussi, de ce que je comprends et de ce que j'ai compris à travers ton livre, c'est que le vivant a toujours su s'adapter aux changements, aux transformations. Aujourd'hui, on en connaît de profondes, elle s'accélère de plus en plus et la nature, elle nous apprend aussi à s'adapter à ces changements. Bon, aujourd'hui, ça s'accélère de plus en plus rapidement et c'est ça qui est problématique, hein, de ce qu'on comprend, c'est que ça s'accélère très rapidement, peut-être trop. En tout cas, la nature aussi, elle nous inspire sur l'adaptabilité pour nos Mm. organisations aussi en entreprise. Justement, tu parles d'un management fondé sur l'adaptation, sur la coopération, la régénération. Mm. Comment justement ces principes ils peuvent s'appliquer concrètement dans les entreprises qui sont confrontées à la digitalisation et à la performance court terme? Alors, je suis assez sensible au sujet de la systémique. La systémique, c'est la notion d'écosystème. Les entreprises s'insèrent dans des écosystèmes. Elles sont soumises aux fluctuations de l'écosystème. On l'a très bien vu dans les crises systémiques, par exemple du monde bancaire. On l'a vu dans la crise sanitaire qu'on a vécue au niveau mondial récemment. On fait partie d'un écosystème plus large et on a tendance à l'oublier. Et le système de la performance et de la compétition entre les différentes entreprises et finalement de la finance de marché nous fait souvent oublier qu'on s'insère dans un tout. Or, la nature, et on en fait partie, le principe, c'est que c'est holistique, c'est-à-dire que c'est connecté. Donc, il y a quelque chose d'important finalement quand on s'inspire de ce vivant, c'est de comprendre cette notion d'écosystème. Et d'ailleurs, le mot écosystème vient du vivant. Et puis, si on veut travailler sur l'adaptation, la coopération, la régénération, hein, dans un milieu finalement qui est un milieu très concurrentiel, hein, il y a une idée quand même de prendre conscience de l'ambidextrie qu'il y a au sein des organisations. On est tout le temps ambidextre puisqu'on est tout le temps sur un temps court qui est très opérationnel et qui est le temps de la performance. Mais on doit aussi être sur un temps long qui est le temps de la pensée, qui est le temps de la réflexion profonde et qui est le temps de penser aussi une forme d'interdépendance. On est dans une interdépendance, c'est-à-dire que l'adaptation et la coopération permises par le vivant, la régénération et la circularité aussi qui permet davantage de sobriété, est quelque chose qui est produit par les interdépendances. Chaque organisme a un impact sur le système dans sa globalité, dans le vivant. Et l'idée, c'est que si mon bien-être dépend du vôtre, bah, je serais plus enclin finalement à rechercher votre bien-être et à tout faire pour y contribuer. Donc il y a cette idée, et moi dans le livre j'ai appelé ça enrouler le linéaire pour créer du circulaire et bâtir des écosystèmes qu'on veut sobres, durables et soutenables. Et je trouve que la symbolique du cercle, c'est à la base de la notion d'agilité. C'est-à-dire que la circularité, elle symbolise le caractère interdépendant des éléments. Et sans prendre ça en considération, on peut pas avancer finalement dans les organisations et dans les entreprises. Et c'est un symbole du vivant. Et justement, à l'ère du numérique, aujourd'hui, les transformations numériques sont de plus en plus grandes. Elles s'accélèrent sur beaucoup de points. Elles bouleversent notre rapport au temps, on en parle, hein, au collectif, aussi au sens. Les nouvelles générations, elles sont justement aussi dans cette quête de sens au travail. C'est primordial pour elles. Quelle posture les dirigeants et les managers doivent-ils adopter aussi pour accompagner leurs équipes sans les épuiser? Parce que c'est quand même ça aussi dont on parle aujourd'hui. Le travail, on passe
beaucoup de temps, ça nous prend beaucoup de temps dans nos vies. Comment faire pour ne pas épuiser ses collaborateurs et aussi pour ne pas épuiser ses managers, ses leaders, ses dirigeants? Ouais, c'est une très bonne question. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Hartmut Rosa, qui parle d'une accélération finalement perpétuelle, et il dit que les deux phrases qu'on dit le plus à nos enfants, c'est attends et dépêche-toi. Et souvent, on leur dit en même temps. Et ça symbolise vraiment la notion de paradoxe. On vit dans des paradoxes et je trouve que cette notion de paradoxe, elle est assez saine. Elle est assez saine quand elle est posée, quand elle est débattue, quand elle est discutée. Et au sein des organisations, c'est un sujet dont on parle peu, le paradoxe. Et je crois que pour être dans cet écosystème d'entreprise et de performance souhaité par le monde de l'entreprise, sans épuiser les équipes, donc dans le respect du soin, qu'on peut appeler le care, mais qu'on peut appeler aussi la responsabilité, le leadership responsable, c'est l'idée de se dire que on va poser la question des paradoxes, on va en débattre et on va créer des environnements désirables en dénouant les nœuds et parfois certains nœuds on pourra pas les dénouer. Typiquement la dichotomie entre un temps court et un temps long, c'est pas quelque chose qu'on peut dénouer si facilement. Et je trouve que ça, l'idée de poser les choses et d'accepter de se dire il y a des choses négociables, il y a des choses non négociables et qu'est-ce qu'on fait de ce non négociable qui parfois paraît paradoxal. En fait, c'est le attends, dépêche-toi. Et puis, c'est l'idée aussi de penser demain. Je crois que pour ne pas épuiser les équipes, il faut pas être pris dans la roue du hamster. Il faut pas être pris tout le temps dans un temps court. Il faut pouvoir penser une dimension prospective. Et le paradoxe dont vous parlez, c'est justement celui qui nous oblige à trouver l'équilibre, à plus Les, d'équilibre pour les équipes et pour les managers. Et les paradoxes, c'est le toujours plus, forcément, Mm. c'est qu'on est toujours dans une accélération, c'est que on va toujours avoir besoin d'aller plus vite, de produire davantage, de satisfaire davantage de clients avec une exigence accrue dans un temps restreint, avec des moyens de plus en plus limités. Donc, on est face à un paradoxe où la transition économique doit être en cohabitation avec une transition écologique et une transition sociale. Et tout ça, c'est complexe. C'est-à-dire que la complexité du système doit être posée. On peut pas faire comme si on était dans une simplicité Mm. face à ces sujets-là. Oui, ça va bien au-delà et c'est évidemment des sujets complexes. C'est pour ça d'ailleurs que en ce moment on vit beaucoup de transformations et qui sont pas simples et qu'il faut accompagner justement avec des récits, avec des projets que vous développez. Justement, vous êtes aussi Emmanuel anthropologue et vous observez les mutations culturelles aussi dans les organisations. Quel changement majeur vous percevez dans la relation au travail, à l'autorité, Mm. notamment chez les jeunes générations dont je parlais précédemment? Alors, ça fait longtemps, moi, que je fais plus d'anthropologie pure. Néanmoins, je crois que le regard d'anthropologue reste, même longtemps après. Je suis toujours, j'ai toujours une précaution sur ce sujet des générations. Le poète grec Hésiode, 720 ans avant Jésus-Christ, disait que la jeunesse était insupportable et sans retenue. On avait Socrate, 400 ans avant Jésus-Christ, qui disait que la jeunesse était mal élevée, qu'elle se moquait de l'autorité, qu'elle n'avait aucun respect pour les anciens. Il avait une phrase qui disait nos enfants ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans la pièce et ils répondent à leurs parents et ils bavardent au lieu de travailler. Et je trouve ça fabuleux de se dire que Mm. on dit exactement la même chose des jeunes d'aujourd'hui, qu'on a toujours été le jeune de quelqu'un, mais qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est l'accélération. C'est-à-dire, Mm. c'est la difficulté à attendre. Mm. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un herbier. Quand je faisais des exposés, ma maman m'amenait à la bibliothèque pour emprunter des livres. Aujourd'hui, je pose la question un peu de manière rhétorique, mais quand un enfant fait son exposé, il va pas commander un livre à la bibliothèque. Peut-être qu'il va voir ChatGPT, peut-être qu'il consulte Google. Donc, il y a une immédiateté d'une connaissance supposée. Et en fait, le cerveau ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le cerveau n'assimile pas autant de choses que ça. Il a besoin aussi d'un temps long, le cerveau. Le temps de la pensée, c'est aussi un temps long. C'est aussi le temps de la philosophie, hein. Je crois beaucoup, enfin, je le mentionnais en introduction, j'aime les dynamiques croisées. Je pense que dans les entreprises qui sont en accélération, il y a besoin d'un temps pour réfléchir. Il y a besoin Mm. d'un temps pour se poser. Il y a besoin d'un temps qui soit pas un temps d'accélération. Donc,
Finalement, ma réponse, elle va être assez simple, c'est que la question générationnelle, je ne sais pas si elle se pose tellement en ces termes, je crois qu'elle se pose sur le drame attentionnel. Je pense qu'il y a un vrai drame attentionnel, c'est que notre attention est sursollicitée, qu'on n'apprend plus forcément à se concentrer, qu'on n'apprend plus à réfléchir, qu'on n'apprend plus un temps long, qu'on n'apprend plus la pensée critique, mais que tout ça, l'entreprise a un rôle à jouer, hein, parce que finalement, peut-être que Oui, parce que comment c'est pas faire les chefs assez. d'entreprise et les managers qui nous écoutent, qui entendent votre propos et qui y sont sensibles, comment dealer justement aussi avec cette vérité et cette réalité qui est donc la présence de l'intelligence artificielle, notamment beaucoup dans les modes de travail aujourd'hui. Comment dealer Ouais, avec tout ça mais pour l'intelligence justement artificielle. garder l'équilibre dont on parlait précédemment. Évidemment, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un levier fabuleux. Ça fait gagner un temps fou, ça permet une acculturation à une tonne de sujets, ça synthétise de manière mécanique. Mais il faut pas qu'on devienne stupide dans l'utilisation de cette intelligence artificielle. Il faut pas que ça nous fasse perdre notre regard critique, notre capacité à challenger. Il faut qu'on ait conscience de nos biais dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle me renforce dans ce que je crois déjà. Elle me complimente en permanence, elle me challenge assez peu si je fais pas un prompt qui lui demande de me challenger. Donc finalement, il y a aussi une notion d'ego à travailler, il y a une notion d'angle mort, il y a une notion de regard critique, il y a une notion d'éthique aussi, Mm. de se questionner sur l'éthique d'une intelligence artificielle, se questionner sur comment ça me rend plus intelligent, comment ça me permet de devenir finalement quelqu'un de plus abouti. Et tout ça, c'est une réflexion que les entreprises doivent avoir, sans parler de la dimension géopolitique de l'intelligence artificielle. Oui, et puis de la euh, l'indépendance qu'il faudrait qu'on obtienne aussi sur l'intelligence artificielle que peut-être l'Union européenne est en train de développer aussi par rapport aux gros américains, chinois notamment, mais ça c'est un autre débat, mais qui est aussi essentiel, la souveraineté numérique aussi de nos pays, de nos organisations du coup et de nos entreprises. Absolument, souveraineté, éthique et questionnement, c'est-à-dire qu'à chaque Mm. fois que je fais une requête sur une intelligence artificielle, sans parler du désastre écologique que ça représentera à long terme, cette utilisation-là, qui est complètement transparente, c'est-à-dire on en parle assez peu et on y fait assez peu référence, Mm. tellement ça nous fait faire un gain de temps qui est aussi très intéressant en rentabilité par ailleurs. Mais il faut poser ces débats. Il faut que les organisations posent ces débats. Où vont les données? Qu'est-ce qui en est fait? Est-ce que c'est OK si les données partent dans une non-démocratie ou dans un régime qui peut être un régime plus autoritaire, hein? Qu'est-ce qu'on fait finalement du fait que il y a plus de confidentialité des données? C'est-à-dire Mm. qu'aujourd'hui, il y a une jurisprudence qui dit que on peut saisir toutes les données de l'intelligence artificielle ou toutes les requêtes qui ont De été toute faites. manière, l'intelligence artificielle est nourrie, produit des informations grâce au croisement de données. Donc, elle utilise évidemment tout ce qu'on lui apporte. Absolument, et c'est merveilleux parce que ça permet un gain de progression fabuleux. Mm. Mais comme tout système, avec ses limites, avec ses dérives, avec l'idée qu'il faut une réflexion poussée sur ces sujets. Et ça tombe bien parce que l'entreprise peut être le lieu de la réflexion, du débat. Voilà, je militerai pour l'introduction de débats, de confrontations saines, de disputations saines, comme dit Jean-Édouard Grézy, sur ces sujets-là. C'est une phrase qu'on retiendra, Emmanuel. L'entreprise, un lieu de débat aussi. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour votre regard, pour votre domaine d'expertise que vous nous avez partagé. Pour conclure l'échange, j'avais une dernière question. Comment vous imaginez l'entreprise idéale de demain, celle qui s'inspire justement du vivant et du numérique responsable dont on vient de parler? Je crois qu'il n'y aura pas un idéal, mais plusieurs. Je crois que ça va être multifacette. Voilà, que le demain pourrait être multifacette en quelque sorte. Et j'imaginerais moi dans mon idéal, mais c'est le mien en fait, et il peut cohabiter avec plein d'autres idéaux, qu'on passerait d'une économie de la possession à une économie plus orientée vers une économie de partage sur le modèle du vivant. Le blaireau, le tatou, ils creusent des galeries souterraines pour eux, mais aussi pour une multitude d'autres espèces qui cohabitent. Le corail, s'il venait à disparaître, ce serait des milliers d'espèces qui disparaîtraient parce qu'il alimente tout un écosystème. Voilà, on est sur des dynamiques croisées, dont d'ailleurs l'intelligence artificielle s'est beaucoup inspirée au départ et le monde de la Mm. tech. Donc je crois que
une forme d'idéal de demain, c'est de penser l'agilité, mais aussi le renouvellement, la transmission. Je crois que le vivant sait bien travailler cette transmission-là. Je crois qu'il y a la question des seniors qui va se poser dans nos organisations de plus en plus, parce qu'on est tous amenés. Euh, finalement, à faire partie de cette catégorie en entreprise et qu'il faut la penser et la penser comme telle. Le vivant est aussi une très bonne inspiration sur ces sujets-là et je crois au sujet du lien. Je crois au sujet dans une organisation mondiale, je crois au sujet de la rencontre et de la rencontre avec un grand R. La rencontre, c'est ce qui me change, c'est ce qui me transforme, c'est ce qui me fait bouger dans mes représentations. Et Teams le permet pas tellement finalement. Mm. La rencontre, c'est ce qui va me mettre en mouvement et m'aider à déplacer mon regard. Donc, c'est une forme d'authenticité dans la connexion à l'autre, dans l'altérité. Et cette authenticité, elle prend du temps. Je ne suis pas dans une rencontre si je m'assois et si je suis dans une connexion de réseau pendant 10, 15, 20 minutes. Voilà, c'est pas ça qui se passe. Ça déplace pas mon regard. Et je crois à l'idée de déplacer son regard plein de fois dans une vie et même plein de fois dans une journée. Déplacez vous aussi votre regard. Vous nous écoutez aujourd'hui avec Emmanuel. Laissez-vous inspirer aussi à travers son livre. On mettra en référence le lien de votre livre, de vos essais, de vos études, qui peuvent aussi enrichir nos regards sur tous ces sujets passionnants. Merci beaucoup, Emmanuel. On a été ravis d'échanger avec vous et on vous Merci donne Chloé. rendez-vous très prochainement sur Déclic avec un autre épisode.